Donc on va parler du rôle du kinésithérapeute en santé intégrative. Bien sûr, il va falloir qu'on définisse ce terme de la santé intégrative. Et finalement, on verra que c'est assez consubstantiel du métier de kinésithérapeute d'avoir cette vision de la santé intégrative, mais que ça peut ouvrir des perspectives de considérer cela, de s'arrêter un peu et d'envisager les choses différemment. Donc assez rapidement, d'abord, c'est quoi la santé? On est des acteurs de santé, le kiné est un acteur de santé. Mais c'est quoi la santé? La santé, est-ce que c'est l'absence de maladie? Est-ce que la santé, c'est le silence des organes? Donc la santé, on a l'habitude de dire qu'elle est composée de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé culturelle. Donc elle a plusieurs dimensions, cette santé. Ensuite, le mot intégratif, c'est assez intéressant, c'est aussi une posture, c'est une philosophie. Vous savez qu'aujourd'hui, nos identités, c'est un peu nos identités sociales, c'est un peu nos expertises. Les gens se présentent en disant qui ils sont, quel titre ils ont. Et nous, en médecine, il faut faire son autocritique, on a 55 spécialités médicales. Il y en a 17 chez nos voisins, et ils ne meurent pas plus tôt que nous. Et on a plutôt une tendance à l'inflation. On est encore en train de créer des spécialités. Et en créant des spécialités, on crée des silos. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'expertise et de spécialisation. Mais ça veut dire qu'à un moment, on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler. Et donc, ça s'appelle l'intégration. Alors, on peut intégrer des expertises. Mais cette intégration, c'est un mouvement important. Et en santé, on appelle ça la santé intégrative. Et cette santé intégrative, elle va nous permettre de regarder dans une autre direction. Alors je fais un pas de côté et on va commencer avec les maladies chroniques. C'est intéressant parce que vous savez que déjà Louis Pasteur, qui avait inventé le vaccin contre la rage, a 3 de ses 5 enfants qui sont morts avant l'âge adulte, première moitié du 19e siècle. Et Louis XIV, il n'y a qu'un seul de ses 6 enfants légitimes qui a atteint l'âge adulte. Donc à l'époque, on espérait juste vivre. La vie, c'était la maladie chronique. Et on avait un rapport à la mort très différent. Aujourd'hui, on a un rapport à la vie. C'est presque comme si on se sentait immortel. Et dès qu'on est malade, on se dit qui a fauté. Donc il y a une forme de rapport à la maladie et à la vie qui a changé avec la société de consommation, avec les sciences. Pourtant, on a une espérance de vie vraiment importante grâce à la médecine moderne et grâce aux sciences. Et donc, on va parler de ces maladies chroniques. Ces maladies chroniques, c'est 24 millions de Français. Et donc là, vous avez quelques exemples de maladies chroniques. Vous avez des pathologies neurovasculaires, des maladies inflammatoires de l'intestin, de l'insuffisance rénale. Donc il y a 24 millions de Français qui sont atteints de maladies chroniques. On voit que c'est assez prépondérant dans les causes de mortalité. On sait aussi que la maladie chronique, c'est un vrai fléau même dans l'entreprise, puisque vous avez, l'année prochaine, c'est 25% des salariés en entreprise qui sont atteints de maladies chroniques. Et donc, ça va reculer l'âge légal de départ à la retraite, certainement. Et il y a tout un socle social qui doit se reconstituer autour de cette réalité qui est la maladie chronique. Mais quand on prend les patients eux-mêmes, eux souffrent et leurs aidants souffrent. Et donc, on va avoir besoin de considérer les patients différemment dans le cadre de ces maladies chroniques. Alors, c'est ce qu'on se disait, on a réussi à fabriquer de la quantité de vie, donc ce qu'on appelle l'espérance de vie, et on l'a repoussée. Alors on va considérer qu'elle est à 86 ans chez la femme, 80 ans chez l'homme. Mais on n'a pas amélioré l'espérance de vie en bonne santé. Elle est toujours à 64 ans. Et on va donc créer des cohortes de patients atteints de maladies chroniques. Et c'est un défi de société. Et ce n'est pas parce qu'on ferme des lits d'hôpitaux, parce qu'on voit que les Suédois, ils ont 8 ans d'espérance de vie en bonne santé de mieux que la France, avec 3 fois moins de lits d'hôpitaux. Donc le sujet, ce n'est pas forcément de fabriquer des hôpitaux. La santé, elle ne doit pas être préemptée par l'hôpital. La santé, elle va aller de la prévention à la réhabilitation et elle doit être pensée à une plus grande échelle. Donc basé sur cela, ces maladies chroniques, cette espérance de vie en bonne santé, on doit se réinterroger, en tout cas nous, sur nos rôles de médecins. Si la médecine, elle est souvent préemptée par le projet technique, on doit se demander qu'est-ce que la médecine ? La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qu'on va mettre en œuvre pour soulager, prévenir et traiter des maladies, des blessures et des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne et avec des mots, on tue. Des fois, avec des mots qu'on ne prononce pas,
on fait du mal. Donc c'est sûr qu'entre le diagnostic complexe, la technique, on a un pan de la médecine, mais le comportement, la manière, les mots qu'on prononce, la communication, on a aussi un pan. Et donc, il faut arriver à se situer dans ce rapport à l'autre. Et alors, si à l'époque on disait, c'est Voltaire, l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit, on n'en est pas là. Mais c'est intéressant d'arriver à comprendre que finalement on doit aider un patient à s'autoréguler dans une dynamique de santé globale autour d'équilibre en santé. Alors on va dire que toutes nos consultations, elles sont faites d'une certaine manière. Vous avez un patient qui a des besoins immenses et des besoins légitimes. Ce patient, il va les exprimer ou pas, et vous avez en face de lui un soignant. Et ce soignant, il a des ressources plus ou moins limitées. Il fait ce qu'il peut, souvent il ne peut pas. Et puis on a un payeur administrateur qui essaye de réguler un système de santé qui est difficilement régulable. Et au final, quand on regarde, si on a 24 millions de Français qui ont des maladies chroniques, vous savez qu'il y a 1 milliard de consultations médicales chaque année en France. La moitié, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en général? On coupe la parole au patient au bout de 23 secondes en moyenne. Et il faut 90 secondes pour exprimer une émotion simple. Et on prescrit des médicaments dans plus de 90% des cas. 40% chez nos voisins qui ne meurent pas plus tôt. Mais nous, on jette une boîte sur 2 à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc on aurait de quoi revaloriser des professions de soins. Il n'y a pas qu'une question d'économie, il y a aussi une question de culture. Alors comme on aime son système de santé, il faut dire merci la France, on aime le système de santé de la France. Mais il faut le critiquer pour le faire avancer, il faut trouver des solutions. Alors on a aujourd'hui 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes. 40% veulent changer de métier par crise de sens. Vous avez 25% des lits d'hôpitaux qui sont fermés à Paris parce qu'il manque des infirmières. Mais on peut parler des kinésithérapeutes et de la crise de sens, on peut parler de toutes les disciplines. Il y a quand même 225 000 médecins, plus de 3 000 hôpitaux. On dépense 300 milliards d'euros par an comme budget santé. Et les maladies chroniques, c'est 110 milliards d'euros chaque année. C'est pour vous dire, la défense, c'est 40 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore dépenser plus? Il ne faut pas dépenser plus, il faut dépenser mieux. Et donc il y a une doctrine, une transformation à réécrire. Passer d'une médecine centrée sur la maladie, ce qui est le cas actuellement, à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Donc le projet de société, c'est de transformer la culture, de transformer la santé. Et s'inscrire dans cette dynamique de transformation en santé, c'est se rendre compte, au final, que la santé, ce n'est pas l'hôpital, la santé, ce n'est pas la maladie, la santé, ce n'est pas le monde de la maladie, et qu'il faut intégrer tous les acteurs. Et ça va être des associations, des employeurs, des employés, la santé au travail, à l'école, bien sûr des acteurs industriels qui font du soft, du hard, les assureurs, les aidants. La vision de la santé, elle va devoir être intégrative parce que c'est plus juste, ce n'est pas juste une philosophie idéaliste. C'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à la santé et il ne faut pas qu'il y ait que quelques acteurs qui s'en occupent. Donc il y a un effort collectif à essayer de converger autour d'une vision. Qu'est-ce qu'ils veulent nos patients? Nos patients, ils veulent être guéris. Donc quand vous avez en face de vous une dame qui vous dit « Mais docteur, est-ce que je suis guéri ?» Cette question, c'est un peu l'arnaque. Parce que si elle te demande si elle est guérie, c'est qu'elle ne se sent pas guérie et elle va se sentir malade. Parce que dans sa tête, il y a 2 mots, soit guérie, soit malade. Mais sauf que si elle n'est pas malade, on est en difficulté. On va la pérenniser dans sa maladie. Parce que l'état de transformation où on l'accompagne, on ne le prend pas en considération. Alors, on revient aux bases. C'est quoi la guérison? La guérison, c'est un retour complet à un bien-être physique, mental et social. Mais ce n'est pas le médecin qui va décider si le patient en face, il a retrouvé un bien-être mental et social. Tu ne sais pas comment il vit avec ses amis, au travail. Souvent, on gère des souffrances invisibles, tous. Donc, pour accompagner la guérison, il faut concevoir la transformation et l'accompagnement. On n'est pas juste sur de la maladie, oui, non. Et comme les patients, ils l'ont compris et ils le formulent à peine, ils vont avoir tout un tas de demandes, plus ou moins couvertes, et donc ils vont se diriger vers des médecines complémentaires qui, pour beaucoup, sont très utiles, peu organisées, pas régulées, et donc on va avoir un patient sur 2 qui ose, qui tente,
mais ça ne veut pas dire qu'il va correctement s'autoconstruire son parcours ou qu'il aura réponse à ses demandes en face de lui. Donc on a un sujet. Le patient, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du temps. Le temps, c'est de la qualité. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire idéalement? On doit lui donner du temps, on doit le considérer et on doit l'écouter. C'est l'écoute active. On doit reformuler, apprendre avec lui à se poser ses questions. On doit trouver avec lui ses propres équilibres sur toutes les dimensions de la santé. On doit mobiliser ses ressources. On doit lui proposer de nouveaux outils. On doit l'accompagner. Voilà. Et c'est tout ce qui est partiellement fait. Alors, on parlait de santé intégrative. Mon ami Christian m'a demandé aussi de parler un peu de l'Institut Raphaël. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est tiens, comme il y a un décalage, on va essayer de construire quelque chose. Nous, on l'a construit avec une philosophie associative. Et donc, c'est un bâtiment qui s'appelle l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison, qui est à la porte de Champéret, à Levallois. Et donc, on cohabite, les acteurs médicaux et paramédicaux. Donc, naturellement, on a des kinés, mais aussi ergothérapeutes, psychométriciens, ostéopathes, 5 profs d'APA, etc. Mais sophro, sexo, psycho, nutrition, acupuncture, etc. Et qu'est-ce qu'on va y faire à l'intérieur des murs, à l'extérieur des murs? On va co-construire avec tous nos patients des parcours d'accompagnement coordonnés qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Et donc, on va offrir ces parcours à nos patients et on va les évaluer. Ce qu'on veut, c'est montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Donc on a offert en moins de 6 ans 87 000 soins à 4 600 nouveaux patients. Et donc on a démontré qu'on diminuait de 60% le taux de dépression, le sentiment d'isolement chez des gens pourtant bien entourés, les troubles du transit, du sommeil. Je vous donne quelques exemples du système d'évaluation. Alors les troubles du sommeil, c'est 30% de la population. Nous, sur 900 patients, on a publié, on a 70% de troubles du sommeil. Donc quand vous avez une apnée du sommeil, eh bien très bien, vous allez appareiller ou manipuler, vous allez travailler sur l'apnée du sommeil. Mais quand il s'agit d'insomnie, de troubles d'endormissement, de réveil nocturne, qu'est-ce que vous faites? Et là, on publie, on est en train, on va même le communiquer aux États-Unis le mois prochain. Quand on a un programme naturo, bien manger, méditation, yoga, travailler sur l'addiction aux écrans, la lumière bleue, vous faites la douche chaude le soir au lieu de la douche froide le matin. Bon bref, il y a tout un tas de techniques par des équipes de soignants paramédicaux qui travaillent ensemble autour du patient. Et bien on diminue de 50% les troubles du sommeil, on diminue de 80% les consommations de somnifères. Donc le travail, c'est aussi d'intégrer les interventions non médicamenteuses, de prendre ce qu'il y a de meilleur entre guillemets dans la médecine dite conventionnelle, c'est une convention, et dans les médecines complémentaires, en repositionnant le patient au centre. Autre exemple, alors je me rappelle, notre danse thérapeute, quand elle va voir le directeur de l'hôpital, il ne la regarde même pas. Il ne connaît pas ce métier. Pourquoi il va s'occuper de ça? Il a déjà assez à faire pour lui. Alors, on a toutes les arts-thérapies, les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie dont on va parler, la dramathérapie par le théâtre, l'écriture thérapeutique, la thérapie narrative. Donc, par exemple, on a un partenariat avec le Château de Versailles et depuis 2 ans, on conduit des patients faire de la dramathérapie, de la thérapie par le théâtre au Château de Versailles, du chant thérapeutique dans la chapelle. Et on sait l'impact maintenant. Alors, on a 40% de nos patientes, par exemple, chez qui on prescrit des hormonothérapies qui ont des cancers du sein, qui ne prennent pas leurs médicaments, qui ne sont pas compliantes à leur traitement. Pour beaucoup, c'est la peur de grossir, la distorsion de l'image de soi, etc. Les arthralgies, les bouffées de chaleur, chose que vous savez, aussi embêtent nos patientes. Et donc, quand on a testé la danse-thérapie chez 112 patientes qui ont eu un cancer du sein, on a vu qu'on diminuait de 80% les arthralgies. Donc, ce n'est pas à vous qu'on va expliquer les bénéfices du mouvement. Et du coup, on reprend les médicaments. Mais on améliore les troubles du sommeil, on améliore l'image de soi, on améliore la charge en stress. Donc, c'est important de parler de ces interventions non médicamenteuses et aussi de la posture. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des soignants pour et des soignants contre. La posture du chercheur, ce n'est pas d'être pour ou d'être contre. La posture du chercheur, c'est d'aller observer, puis émettre des hypothèses, puis expérimenter avant de conclure. Ceux qui sont contre, ils ont décidé qu'ils étaient contre. Ceux qui sont pour, de l'hypothèse, ils vont la valider parce que c'est leur croyance et ils vont la diffuser. Et tout ça avant le processus de démonstration. C'est pour ça qu'avec la méthodologie scientifique, y compris pour les interventions non médicamenteuses,
on a un devoir d'aller méthodiquement démontrer le bénéfice de ces interventions. Et ce n'est pas comme si ça n'existait pas, puisque par exemple, on a des recommandations de la Société internationale d'oncologie intégrative et de la Société américaine de cancérologie, ce qu'on appelle l'ASCO. Et vous voyez ici qu'il y a des recommandations sur l'aromathérapie, le yoga chez des patientes qui ont des lymphœdèmes. On a, depuis 1990, sur anxiété, dépression, fatigue et douleur en cancérologie, plus de 350 essais randomisés de phase 3, 50 méta-analyses et revues de littérature et des recommandations internationales. Donc on n'a pas pénétré la culture de chaque pays. Pour nous, c'est vrai qu'il y a 5% de dérives sectaires en France, et donc la Miviludes fait bien son travail. Mais du coup, au lieu de rentrer dans le débat et d'installer une complémentarité des parcours d'accompagnement, on dit stop à peu près tout. Et on n'a pas de création de valeur objectivée, et la solidarité ne s'investit pas forcément sur ces parcours d'accompagnement. Alors on croit que c'est du bien-être, mais ce n'est pas du bien-être. Prenons des patientes qui ont un cancer du sein, hormonosensibles, chez qui on a décidé, parce que maladie un peu agressive, de faire d'abord de la chimiothérapie et ensuite de les opérer. Et donc on va faire une comparaison, une randomisation, entre des patientes qui ont la chimiothérapie et des patientes qui ont de la chimiothérapie, à laquelle on va ajouter, et un parcours nutritionnel et de l'activité physique. Alors, ce n'est pas des consignes extraordinaires, les fibres, la viande, les fruits et légumes, enfin bon, c'est assez simple, et des mouvements quantifiés sur une dynamique d'accompagnement, voilà. Et après la chimiothérapie, on opère les patientes. Et là, on voit que le taux de réponse tumorale sur la pièce opératoire du cancer du sein, il passe de 28 à 53%. Donc, on a un effet antitumoral de l'accompagnement. Mais si on ne l'évalue pas, on ne le saura pas. Et puisqu'on l'évalue de plus en plus, eh ben, on commence à le savoir. Alors c'est intéressant parce que quand on discute, nous on fait par exemple la réflexologie, moi je n'ai pas appris la réflexologie, mais on a une vingtaine d'essais randomisés, des méta-analyses avec des bénéfices objectivés. La méditation pleine conscience, on n'a pas appris ça aussi. Pour nous, c'est pas connu. Mais on a aussi des essais randomisés, des bénéfices démontrés, des études tout à fait bien faites. Et donc il y a l'ouverture culturelle qui est importante. Et je pense que la prévention, ça va être un formidable moyen de promouvoir la santé autrement. Parce que 40% des cancers sont évitables et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, même si on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Donc si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids, là on va obtenir des résultats efficients. C'est pour ça qu'on commence aujourd'hui à comprendre la régulation des gènes. Tout n'est pas génétique. Il y a de l'acquis, tout n'est pas de l'inné. Et donc, on va avoir une dynamique d'expression ou pas de certains gènes qui codent pour des processus pathologiques en fonction de nos modes de vie, de nos comportements, mais également de nos environnements. On a montré que 10% des cancers du sein étaient dus à la pollution, par exemple. Chose qu'on ne savait pas avant. Alors, vous avez entendu parler du régime méditerranéen. C'est toujours l'occasion de faire un clin d'œil pour cette fameuse flore intestinale, ce microbiote. Avec la recherche, on commence à comprendre que l'immunorégulation, le microbiote peuvent créer de l'efficacité ou de l'inefficacité de certains traitements. On a des super traitements en médecine, les CAR-T-cell, où on éduque les lymphocytes pour combattre les cellules cancéreuses. Alors c'est 350 000 € le traitement par patient. Mais quand vous faites ce type de traitement, on vient de montrer que finalement votre flore intestinale et sa composition, elle a un impact direct sur l'efficacité de ce type de traitement. C'est pour dire que l'histoire, elle n'a pas fini d'être écrite et que sur tout ce qui est nutritionnel, activité physique, on a de vrais sujets. Et quand on prend les vétérans américains, qui sont, comme vous le savez, une population très étudiée, et là, ici, on prend une étude sur 260 000 vétérans. Et ces vétérans, on va regarder 8 facteurs de risque. Est-ce qu'ils consomment des opioïdes? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils ont une vie sociale? Est-ce qu'ils fument? Est-ce qu'ils font du sport? Et donc, ces vétérans américains, quand on regarde ces 8 facteurs de risque, on se rend compte qu'il y a 24 ans d'espérance de vie en plus à partir de l'âge de 40 ans, s'ils n'ont aucun de ces 8 facteurs de risque. Et pour chaque facteur de risque, eh bien, vous voyez les courbes superbes de décroissance de l'espérance de vie. Donc il y a un vrai impact sur la quantité de vie, pas que sur la qualité de vie. On n'est pas en train de discuter que du bien-être, et ça serait déjà génial. On est en train de parler d'une vraie médecine, qui est une médecine intégrative. Et sur le plan médico-économique, notre sujet il est aussi important parce que si on diminuait de 30% la mortalité prématurée évitable chez les moins de 70 ans, donc c'est faisable puisqu'on parle de mortalité évitable,
eh bien, à 10 ans, on aurait 10% de gains en PIB. C'est des centaines de milliards d'euros par an de gains si on arrivait à remettre au sport certains patients, etc. Donc, l'impact économique, et quand vous faites une dépense en santé, ce n'est pas un coût, c'est un investissement parce que vous mettez 1 euro et vous récupérez 2 à 4 euros à 10 ans. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est juste qu'on a envie de ne pas y aller parce que nos politiques sont très court-termistes. Et donc, il y a un problème politique et philosophique dans la manière de traiter la santé et même la maladie. Parce qu'en fait, on a beaucoup dit « Ah bon, la maladie, c'est un état pathologique ». Et là, on aime bien la citation, que ce n'est pas qu'un état pathologique, c'est une variation sur la dimension de la santé. Il y a des dizaines de millions de gens qui vivent avec des variations de la dimension de la santé. Je voudrais un peu donner la parole aux patients et passer un petit film de 3 minutes pour écouter les patients de l'Institut Raphaël. Allez, je lance. On ne peut pas revenir à la vie d'avant parce qu'on a été transformé. Mais c'est une nouvelle vie qui commence. L'Institut Raphaël, pour moi, c'est la maison du bonheur. C'est là où on retrouve le sourire. Depuis que j'ai croisé la route de l'Institut Raphaël, c'est comme si j'étais née une deuxième fois. Avec le cancer, on parle de rémission. Mais là, en plus de la rémission, on se régénère, quoi. On trouve plus de force. Les gens découvrent qu'ils ont envie de vivre, qu'ils aiment la vie et que les autres sont indispensables aussi. L'Institut Raphaël m'a fait prendre conscience que la vie valait vraiment la peine d'être vécue et qu'il fallait se battre tous les jours, jamais rien lâcher, garder la pêche, s'appuyer sur les gens qui nous entourent. L'après-cancer est parfois plus difficile que pendant. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur qui remontent. Ah, l'Institut Raphaël, c'est merci d'exister, quoi. C'est énorme. Oui, c'est dur d'être malade, mais d'avoir cet accompagnement-là hyper fort et touchant autour de nous, clairement, on n'a pas envie de lâcher, quoi. Donc ça nous aide, vraiment. Et puis à se projeter peut-être pour après, quoi. C'est ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi, de rencontrer plein de monde et ne pas être centrée sur la maladie que la maladie. Le fait d'être porté par un objectif, d'y aller ensemble, en équipe, de se dépasser. Et ça, c'est important de bénéficier de toutes ces infrastructures, puis d'arriver à avoir ces espaces bienveillants pour que chacun, sur ce ring, arrive à combattre sa maladie comme il arrive à dépasser ses objectifs. Ça m'a permis de retrouver, entre guillemets, goût à la vie, quoi. On peut relever tous les défis avec les patients et pour nous, ça nous donne encore plus d'espoir avec cette maladie pour pouvoir continuer à la combattre et la combattre avec beaucoup de force. Je remercie le ciel, mon étoile, voilà, de m'avoir amené jusqu'à cet institut. Ces moments-là, ça m'est devenu indispensable. Donc je le fais avec plaisir. Quand on arrive à Raphaël, on est au centre du truc. C'est une super expérience. Je ne me suis pas sentie malade. J'ai pleuré en cachette, mais voilà. Mais après, il faut être forte et solide, oui, oui. Là, on est dans la vraie bagarre mentale. L'énergie vitale, toujours. La résilience. Bienvenue à l'Institut Raphaël. C'est chez nous. Voilà, donc on va terminer pour après faire un échange, parce que l'idée, c'est quand même de positionner la kinésithérapie en santé intégrative. Donc on remercie effectivement LPG, et c'est vrai que sur le plan purement technique kinésithérapique, vous avez eu de la PDF, vous avez eu pas mal de discussions, et chacun est expert dans son domaine. Le sujet, c'est pas dans quel domaine on est expert, c'est comment on va intégrer les autres, comment on va soi-même s'intégrer dans un parcours. Donc changer de perspective. Si chacun ne fait que regarder ce qu'il sait faire, ben moi je ferai que de la chimiothérapie ou de la radiothérapie.
Mais le sujet, c'est de voir le patient, ses équilibres, et de l'accompagner dans sa reconstruction. Et cette posture de soignant qui envisage les choses de façon globale, c'est vrai que dans certains métiers comme la kinésithérapie, où on prend du temps avec les patients, on les touche, on les déshabille, on passe beaucoup plus de temps que dans un cabinet de médecine avec son ordonnancier. Donc il y a une forme de lien qu'on crée obligatoirement. D'abord, sinon on ne travaillera pas, et sinon on ne travaillera pas avec l'envie. Donc la dynamique de cette vision de la santé en cabinet, chez les kinésithérapeutes, elle est indispensable parce que c'est ce qu'on attend du kiné, et le kiné y trouvera du sens, mais elle rendra plus efficace l'approche en santé globale. Mais ça veut dire qu'il va falloir aujourd'hui que le kiné de demain, il ait des notions, si ce n'est pas déjà fait, de nutrition, qui comprennent les interventions non médicamenteuses, qui sachent que c'est que la clinique traumatique, parce que quand vous faites un soin, si on vous avoue une violence conjugale, un inceste, etc., les postures thérapeutiques, comment le patient va vous parler de son parcours, j'ai une maladie inflammatoire, une maladie de Crohn, une rectocolite, un cancer, un AVC, que l'histoire naturelle des maladies, que la perspective vous soit connue. Et donc c'est vrai que cette vision en santé globale, il faut aller la chercher. Soit on est un kiné, soit on est un acteur de la santé qui pratique de la kinésithérapie. Et donc il y a beaucoup de questions de point de vue. Et notre travail et notre thématique aujourd'hui, c'est de promouvoir ces connaissances et ces nouveaux savoirs pour arriver à faire en sorte finalement que tous les acteurs de la santé s'inscrivent dans le cadre de parcours d'accompagnement pour tous les patients atteints de maladies chroniques. J'ai fini donc 10 minutes avant mon temps. Je vous remercie de votre attention et on va ouvrir à des questions pour créer un peu d'interaction. Merci. Alors, la parole circule. S'il y a des témoignages, réflexions, questionnements ou autres. Énervement peut-être. S'il y a des gens que ça énerve, dites-le. On a de la chance aujourd'hui en fait, dans les disciplines médicales, paramédicales, il y en a certaines qui n'auront pas à changer de culture pour être des fers de lance de la transformation de la santé. Et je pense aux infirmières, et beaucoup souffrent parce qu'on leur demande de faire 30 patients avec pouls tension et prendre les constantes alors que des robots peuvent le faire. Et du coup, elles n'ont pas le temps de discuter, elles ne peuvent plus toucher les patients, elles ne peuvent plus parler. Donc il y a une forme de frustration alors qu'elles sont formées à tout, qu'elles se sont engagées pour ça. Et donc il y a des métiers qui ne sont pas valorisés, qui ont beaucoup de compétences et qu'on laisse de côté dans le système, alors qu'ils pourraient avoir des places centrales dans les parcours d'accompagnement. Donc notre vision aujourd'hui de la place du kiné en santé intégrative, c'est d'acquérir des connaissances, certaines connaissances en plus, avec ses propres compétences et certaines d'autres qu'on valorise, pour pouvoir être des vrais acteurs de coordination de parcours santé ou s'intégrer et dépasser leur cabinet, en fait. J'ai une question, moi. On a vu ce qu'était l'Institut Raphaël, mais comment tu as intégré la kinésithérapie au sein de l'Institut Raphaël, qui est un business model à part, bien entendu. Comment s'est intégrée la kinésithérapie et quels actes ils font et comment ils fonctionnent? Nous, on a un pôle mouvement. Et c'est vrai que nos kinés travaillent avec nos 5 ostéopathes. Ils ont même une consultation commune avec les profs d'activité physique adaptée, où l'un va prescrire l'autre, en fait. Et pareil, les psychomotriciens. Et donc, le patient, on tourne autour de lui. Et on a obligé la réunion de concertation transdisciplinaire. Alors, on a un Uber 360, mais on a aussi les cellules M6. Même les oncoesthéticiennes travaillent avec. Donc, on a quand même une dynamique un peu globale. Et c'est vrai que de la motivation à l'accompagnement pour le mouvement, à la rééducation, alors on traite beaucoup de patientes avec des cancers du sein, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont embêtés par leur monothérapie des cancers de prostate, qui prennent du poids, qui ont aussi des distorsions d'image. Il y a tout type de patients et on prend en charge les aidants aussi. Et maintenant, on ouvre pour les enfants ce mois-ci. Et donc, oui, la kiné, c'est central parce que c'est un temps dédié où on se réapproprie son corps. Souvent, les patients, ils vous donnent leur corps à traiter, ils gardent leur esprit et ils sont un peu dissociés. Et à un moment, il faut les réunifier. Donc, il faut qu'ils se réapproprient ce corps. Mais quand tu dis ça à un kiné, il te rigole au nez parce que c'est son métier, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de dessiner, finalement, de faire des grandes théories sur la place du kiné. Il faut juste lui donner sa place
dans un parcours qui est repensé. Mais alors c'est au kiné d'aller saisir finalement toutes les autres dimensions pour arriver à imposer cette vision aussi. Et puis il faut que tout le monde bouge en même temps, donc il y a une vraie vision de système. Les maladies chroniques, si on faisait plus de sport, on n'aurait pas besoin de bouffer autant de médicaments et on aurait de meilleurs résultats. Mais maintenant on le sait. Et tu pourrais revaloriser l'acte de kiné par exemple. Ça serait pas mal. Si on avait une pensée économique un peu plus globale. Et du coup le kiné il pourrait travailler plus sereinement, passer du temps. Voilà, en créant de la qualité, on est meilleur sur la quantité. Donc aujourd'hui, on marche un peu à l'envers. On peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance chez le psychologue. Quelqu'un qui a mal au dos, vous lui remboursez 5 IRM. Mais alors la séance de kiné, vous ne bougerez pas, même si on lui réapprend les postures, elle a remusclé les abdominaux, etc. Ça ne sera pas valorisé à hauteur. Alors que rembourser très cher des IRM, mais 5 fois de suite, ça ne pose pas de problème. Donc c'est finalement une vision de système où on va devoir réinstaurer du temps qualitatif, remettre l'humain au centre, mais il faut des méthodes et des process pour que ce soit bien structuré et que la solidarité accompagne ces changements. Y a-t-il d'autres questions? On est pas mal. Eh ben, on est pas mal. Bon, ben, merci à vous. On peut clore la session.